Les scientifiques du monde entier le constatent. Notre planète se réchauffe et ce réchauffement s'accélère à cause de l'activité humaine. Pour l'homme et la nature, les conséquences sont alarmantes. Les ressources s'épuisent, les catastrophes naturelles se multiplient, des écosystèmes entiers sont bouleversés et la biodiversité est gravement menacée. Saviez-vous que depuis 40 ans, 60% des populations de vertébrés ont disparu? Poissons, mammifères, reptiles, amphibiens n'ont jamais décliné à un rythme si rapide qui est 100 à 1000 fois supérieur à celui calculé au cours des temps géologiques. Nos modes de vie et de consommation ont un impact direct sur ces phénomènes. L'agriculture et l'élevage intensif dégagent du méthane et du protoxyde d'azote. L'industrie libère des gaz fluorés et provoque des déforestations massives. Mais surtout, notre production d'énergie repose à 81% sur les énergies fossiles. Charbon, gaz, pétrole. La combustion de ces énergies fossiles produit du CO2 qui contribue fortement au réchauffement climatique. Lors de la COP21, la conférence internationale sur le climat, qui a eu lieu à Paris en 2015, 192 pays se sont engagés à contenir l'augmentation de la température moyenne de la Terre en dessous de 2 degrés à la fin du siècle. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour le climat, estime même qu'il faudrait le contenir à 1,5 degré afin d'éviter des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Oui, il y a urgence. Nous devons sortir de la dépendance aux énergies fossiles et transformer notre système énergétique en développant de nouvelles énergies plus propres, plus sûres et surtout renouvelables. Nous devons également soutenir une agriculture biologique et paysanne, inciter à la production de biens durables, limiter les risques industriels et la pollution pour préserver la santé humaine et laisser à nos enfants une planète vivable. C'est ça, la transition écologique. Les panneaux solaires produisent de l'électricité à partir de la lumière du soleil, un phénomène appelé effet photovoltaïque découvert en 1839 par le physicien français Antoine Becquerel. Les panneaux solaires comprennent plusieurs composants électroniques à base de silicium, matériau semi-conducteur issu du sable. Quand les photons composant de la lumière heurtent les panneaux, les électrons de silicium se mettent en mouvement et créent un courant électrique continu. Ce courant va être recueilli par des fils métalliques appelés strings qui vont le transporter à travers des semi-conducteurs branchés en série. Ensuite, un onduleur convertit ce courant en courant alternatif. L'électricité produite peut alors être stockée dans des batteries d'accumulateurs. Elle peut être consommée sur place ou bien vendue à un fournisseur d'électricité. Énergie inépuisable et propre, l'énergie solaire peut être générée même sous les nuages, car ce n'est pas la chaleur qui compte, mais le rayonnement solaire. On calcule la puissance d'un panneau solaire en kilowatts crête, c'est la puissance maximale de production électrique qu'un panneau peut délivrer dans des conditions optimales. Le rendement d'un panneau solaire est fonction de l'ensoleillement, de la latitude, de son orientation et de sa surface. Près de 2% de l'électricité mondiale est produite grâce à des panneaux solaires. Ce dont on a besoin pour ce faire est une installation solaire composée de capteurs sur le toit et bien sûr d'un système de chauffage approprié dans la maison. Comment cela se passe-t-il? Les capteurs sur le toit fonctionnent selon le même principe qu'un tuyau d'arrosage exposé au soleil. Un liquide dans les tubes stocke la chaleur du soleil. La structure de la surface des capteurs assure un transfert optimal de la chaleur des rayons du soleil au liquide. Comme il s'agit d'un liquide solaire spécial, l'ensemble est hautement efficace. Le liquide solaire réchauffé est ensuite conduit au système de chauffage dans la maison. L'énergie solaire gagnée est ensuite transmise de l'accumulateur solaire au système de chauffage ou à l'eau sanitaire. Ainsi, 60% de l'ensemble de l'eau sanitaire ou 20% des besoins de chauffage peuvent être couverts par l'énergie solaire gratuite. Et si l'énergie solaire ne devait pas suffire par moment, alors le chauffage se mettrait en marche. C'est donc ainsi que fonctionne l'énergie solaire.
Une éolienne ou aérogénérateur produit de l'électricité grâce à la force du vent, source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Il existe deux types d'installations, le parc terrestre et le parc installé en mer. Le mât de l'éolienne mesure jusqu'à 100 mètres. L'hélice ou rotor est composée généralement de 3 pales. Profilées comme des ailes d'avion, elles mesurent de 35 à 60 mètres de long et se mettent à tourner sous l'effet d'un vent d'au moins 10 km/h. La nacelle sur laquelle elle est fixée s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent. La vitesse optimale du vent est d'environ 50 km/h. Au-delà de 90 km/h, l'éolienne s'arrête pour des raisons de sécurité. Dans la nacelle, l'hélice fait tourner un axe. Sa vitesse de rotation n'étant pas suffisante pour générer de l'électricité, un multiplicateur augmente cette vitesse jusqu'à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui fait tourner un alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement mécanique en courant électrique. À l'intérieur du mât, un transformateur élève la tension de ce courant à 20 000 volts. L'électricité est acheminée par un câble souterrain ou sous-marin vers un transformateur qui élèvera sa tension pour être injecté dans le réseau électrique. Propre, ne produisant aucun déchet, rapide à construire, un parc éolien présente quelques points faibles. L'énergie éolienne est intermittente, dépendant de la météo et de l'environnement. Les éoliennes génèrent du bruit, ne sont pas toujours esthétiques dans les paysages et représentent des dangers pour les oiseaux. Indissociables de nos paysages et essentiels à l'équilibre de la vie, les cours d'eau constituent une formidable source de production d'énergie, propre, sans émission de gaz à effet de serre et renouvelable à l'infini. Parfaitement intégrée aux autres usages de l'eau et respectueuse des milieux naturels et de leur biodiversité, la production d'hydroélectricité prend sa source dans le cycle naturel de l'eau. Sous l'action du soleil, l'eau des océans s'évapore, se transforme en nuages, puis, au gré des événements climatiques, retombe en neige, pluie, grêle, qui alimentent les cours d'eau et fournissent leurs matières premières aux aménagements hydroélectriques. Ces installations convertissent l'énergie naturelle des rivières et des fleuves en énergie électrique. Une turbine, actionnée par la force de l'eau, entraîne un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité. Le type de centrale et la puissance électrique fournie sont fonction de la hauteur de chute et du débit. Le volume du réservoir détermine quant à lui la capacité de la centrale à produire beaucoup en très peu de temps. En altitude, les centrales de haute chute fonctionnent avec un faible débit et une importante dénivellation. L'eau stockée dans un lac artificiel ou naturel est amenée à grande vitesse par une conduite jusqu'à la centrale située en contrebas. Après avoir été turbinée, l'eau retourne au milieu naturel sans altération et l'électricité produite, une fois sa tension adaptée, rejoint le réseau de transport, puis celui de distribution. La géothermie est l'utilisation par l'homme de la chaleur de la Terre pour produire de l'énergie. Plus on descend en profondeur dans la croûte terrestre, plus la roche est chaude. En dehors des zones volcaniques, la température augmente de 2 à 3 degrés tous les 100 mètres. Cette chaleur provient de la profondeur de la Terre et de la radioactivité naturelle. Plusieurs procédés permettent de récupérer cette énergie. La géothermie très basse énergie se contente de forages peu profonds, moins de 100 mètres. La température de la roche y est inférieure à 30 degrés. De telles températures conviennent pour chauffer des maisons individuelles sur lesquelles il faut installer un système de pompe à chaleur. La géothermie basse énergie nécessite de s'enfoncer plus profondément, avec des températures entre 30 et 150 degrés. L'eau de pluie, qui s'infiltre dans le sol et se réchauffe au contact de la roche poreuse, est extraite par forage. Il peut alors être nécessaire de réalimenter les nappes aquifères. Ce système est souvent utilisé pour du chauffage urbain collectif ou de grands bâtiments. La géothermie haute température nécessite, elle, d'atteindre 1500 mètres de profondeur. La température dépasse les 150 degrés, elle permet de produire de l'électricité. Une centrale géothermique produit de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre, une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite.
De l'eau de pluie ou de mer s'infiltre dans les failles de la croûte terrestre. Au contact des roches chaudes, l'eau se réchauffe et forme un réservoir dont la température est comprise entre 150 et 300 degrés. L'eau est pompée par des puits pouvant aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Pendant sa remontée, l'eau perd de sa pression et se transforme peu à peu en vapeur. Le mélange eau-vapeur qui sort du puits passe ensuite dans un séparateur pour séparer l'eau et la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine. Cette turbine fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Des transformateurs élèvent la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. À la sortie de la turbine, la vapeur passe dans un condenseur dans lequel elle se transforme en eau. Cette eau est ensuite rejetée dans le milieu naturel. Le biogaz, composé essentiellement de méthane, est obtenu après fermentation de matières organiques dans un digesteur enterré hermétiquement. La bouche d'entrée du digesteur accueille des déchets organiques comme des déjections animales ou des matières végétales. Cette bouche d'entrée peut aussi être connectée à des latrines pour recueillir des excréments humains, améliorant ainsi les conditions d'hygiène des populations. Ces déchets descendent dans la cuve appelée réservoir à biogaz. Cette fermentation produit du biogaz qui remonte et s'accumule vers une sortie au bout de laquelle est placé un tuyau relié à l'habitat. Le digesteur à biogaz garantit aux familles un accès à une énergie fiable et abordable. Ils permettent de réduire la pollution intérieure des maisons, éclairent les pièces grâce à l'électricité produite et facilitent la cuisson des aliments. La fermentation des matières organiques crée également un produit résiduel, le digestat, qui est utilisé comme engrais naturel. Comme toutes les autres sources d'énergie renouvelable d'origine naturelle, eau, vent, soleil, cette énergie dépend de la météo et est immédiatement transformée en électricité. Elle est difficilement stockable et n'est donc pas toujours en adéquation avec vos besoins. Il faut donc prévoir des façons de stocker à grande échelle et sur la durée cette énergie verte. C'est actuellement un vrai défi. Aujourd'hui, pour valoriser les surplus de l'électricité d'origine renouvelable, un nouveau procédé est exploré, la production d'hydrogène dit vert. Si on fait passer un courant électrique dans de l'eau à travers deux électrodes, cela a pour effet de décomposer les molécules d'eau en molécules de gaz d'oxygène et d'hydrogène. C'est l'électrolyse de l'eau. Les molécules d'hydrogène ainsi fabriquées peuvent ensuite être stockées sous forme gazeuse et comme l'électricité utilisée est d'origine renouvelable, hydraulique, éolienne ou solaire, on dit que cet hydrogène est vert. Avec lui, on peut augmenter l'autonomie des voitures électriques, alimenter en gaz les logements et les industries. Et comme il est stockable, on ne l'utilise que quand on en a besoin.